Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc, on se retrouve sur le mois de mars 2021 avec un sujet un peu original qui est la réalité virtuelle contre la douleur et pas que. On va voir ça ensemble avec Guillaume Palacios, qui est donc le fondateur de Painkiller, qui est une start-up qui travaille sur la recherche et développement autour de solutions non médicamenteuses sur la douleur. Donc, bien sûr, en coulisses, Ludivine, comme toujours, qui règle tous les problèmes techniques, ou qui essaie du moins, et qui vous donne les petits messages, vous le savez, sur la partie à droite de votre écran, qui s'appelle normalement discussion, voire converser selon les versions de Zoom auxquelles vous avez accès. Donc, n'hésitez pas à interagir. Vous le savez, le petit bonsoir habituel nous rassure et nous confirme que vous êtes bien avec nous. Comme toujours, je vous fais part des actualités de l'association. On a lancé un questionnaire en ligne dont Ludivine va vous donner le lien tout de suite autour des traitements que vous prenez contre la polyarthrite rhumatoïde. Donc, n'hésitez pas à participer, c'est important parce que c'est aussi ce qui nous permet d'avoir du contenu pour répondre aux évaluations du médicament. Donc, on vous remercie beaucoup de contribuer et de partager votre expérience. Vous avez pu voir sur les réseaux sociaux et il est maintenant disponible sur le site de l'association que nous avons la nouvelle version de la brochure PR et Covid, mise à jour au 22 mars. Donc, vous voyez, tout à fait récemment, on y aborde les traitements, la vaccination, bien sûr, la maladie autour de la polyarthrite rhumatoïde, disponible comme toujours sur le site de l'association. On a lancé, vous l'avez vu pour ceux qui suivent la dernière newsletter, un nouveau concept qui s'appelle PR qui roule, qui sont des podcasts de témoignages autour des grands thèmes de la maladie. C'est une démarche que nous avons lancée qui est tout à fait innovante avec le soutien du laboratoire Galapagos. Et donc, on peut suivre 8 épisodes des grands événements de la vie avec la maladie, que ce soit l'annonce diagnostique, la maternité, le travail. Tous ces sujets-là sont abordés sur un ton assez léger et qui plaira, je crois, beaucoup. Donc, on vous encourage à aller écouter ça et au fur et à mesure du temps, vous aurez de nouveaux épisodes. Il y en a 2 déjà disponibles. Un autre petit questionnaire, n'hésitez pas à contribuer là aussi autour de la vaccination. Est-ce que vous êtes déjà vacciné? Pas encore? Comment vous l'avez vécu? Comment vous le vivez? Partagez votre expérience. Là aussi, Ludivine va vous partager le lien. Donc, ça vous fait beaucoup d'informations ce soir à suivre dans la conversation. Bien sûr, vous retrouverez tout ça dans la newsletter de la fin du mois, donc dans une petite semaine. Mais n'hésitez pas d'ores et déjà à aller mobiliser toutes ces ressources. Donc, comme je le disais, pour ne rien manquer, pensez à vous abonner à la newsletter ou mieux encore, doublez ça avec une adhésion à l'association et vous serez toujours informé en temps des bonnes ressources, des bonnes infos. Donc, je laisse maintenant la parole à Guillaume Palacios qui va pouvoir nous partager toute sa recherche et son information autour de cette approche originale qui est la réalité virtuelle. Okay. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Merci beaucoup à toutes les personnes de l'ANDAR qui ont organisé cette rencontre. Donc, je vais vous parler de réalité virtuelle et douleur, mais pas que, en fait, plutôt d'applications modernes de la réalité virtuelle en thérapie en général, mais je vais me focaliser sur la douleur, qui est un sujet qui nous intéresse tous ici. Alors, je crois que je viens de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mes diapositives ou pas? Oui, c'est bon. Vous voyez c'est quoi? C'est douleur, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, moi je vais repasser au début en fait. Euh, voilà. Vous voyez là? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Bon, allons-y. On va faire comme ceci.
Très bien. Donc, je me présente en deux mots. Guillaume Palacio, je suis, comme il a été dit, je suis le cofondateur de Painkiller, qui est une société qui s'intéresse au développement technologique pour le traitement de la douleur, en particulier de la douleur chronique. Je présente en deux mots, même si je ne fais pas du tout de pub pour ce qu'on fait, je présente en deux mots l'équipe parce que je ne suis que leur humble représentant, hein. Ce sont surtout eux qui font le travail, en particulier technico-scientifique. Irshad, qui est donc mon associé, qui est notre ingénieur en chef, qui est donc un programmeur de génie et qui développe tous les environnements de réalité virtuelle. Et puis, les médecins et scientifiques avec qui nous collaborons en recherche clinique. Donc, le docteur Florian Bailly, qui est rhumatologue et spécialiste de la douleur au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le docteur Damien Duperron, qui est hypnothérapeute à la Pitié-Salpêtrière, même s'il est en partance pour le sud de la France, d'après mes informations. Et le professeur Eric Serra, qui est professeur de médecine de la douleur au CHU d'Amiens, et qui est président de la Société française des thérapies non médicamenteuses. Comme je le disais, notre mission chez Painkiller, c'est de développer de nouvelles technologies pour lutter contre la douleur chronique. En fait, c'est un problème qui touche, rien qu'en France, il me semble 12 millions de personnes, et dans le monde, quasiment des milliards, hein, de personnes. Et qui dit douleur chronique, c'est toutes les douleurs. Enfin, l'OMS recense ça comme étant toutes les douleurs qui perdurent plus de 6 mois, en fait. Et donc, il y a toute une classe de maladies, de pathologies qui entraînent de la douleur, en fait. Et la douleur n'est pas considérée, ou alors n'était pas vraiment considérée jusqu'à récemment comme une véritable pathologie, en fait. C'est plus un symptôme. J'ai mal, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir d'une inflammation, ça peut venir de problèmes au niveau des terminaisons nerveuses, ça peut venir de problèmes neurologiques, etc., etc. Mais la douleur chronique, comme on va le voir, elle est assez particulière dans ce sens qu'elle demande une prise en charge extrêmement particulière. Alors, vous connaissez évidemment des pathologies qui entraînent des douleurs chroniques. La polyarthrite rhumatoïde, c'est pas, je pense que vous en savez 100 fois plus sur le sujet que moi-même. Il y a évidemment certains types de cancers, il y a toute une série de maladies inflammatoires, il y a fibromyalgie, tout ce qui est les douleurs neuropathiques, on travaille surtout là-dessus, etc., etc. Alors, avant de parler de médecine, de neurosciences et de douleur, je vais déjà parler de réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous êtes tous au fait de cette technologie. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre ou au moins sur le chat dire oui ou non. On va essayer de faire un petit peu d'interactivité. Je ne vais pas juste faire un cours magistral. Non, d'accord. Annie nous dit non. Donc, je me permets de faire une introduction au sujet, un petit historique, si vous le permettez, et je serai bref. OK ? Donc, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? En deux mots, c'est donc une technologie dite immersive dans laquelle, globalement, on va mettre un utilisateur au sein même d'une réalité alternative, d'une réalité en 3 dimensions, qui est en fait un programme informatique. Donc, en mettant à l'aide d'un casque qui permet de voir en 3 dimensions, et en général connecté à aussi des casques audio, on permet de mettre une personne. Je peux mettre un casque de réalité virtuelle aujourd'hui, là, ici, dans mon bureau, et puis passer de mon bureau à, je ne sais pas, une forêt tropicale que je peux commencer à explorer, etc. Donc, c'est assez intéressant et ça a plein d'implications et on va voir en quoi c'est intéressant pour la médecine. Je vais faire un très bref historique de cette technologie. Donc, ça commence en 1957, vous voyez, donc c'est une idée qui remonte à assez longtemps. En fait, les premiers prémices de ça, on le voit dans le livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, dans lequel il y a comme ça une machine avec une sorte de cinéma odorant. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, qui est excellent.
En 1957, ça c'est le premier prototype qui s'appelle le Sensorama, et qui est donc une machine qui permet de voir en 3D, d'avoir une notion de couleur, de stéréo, et en plus de ça, il y avait aussi des arômes. On pouvait aussi stimuler l'odorat. Donc c'était une machine qui était très très avancée pour l'époque. Je ne sais pas si elle a eu beaucoup de succès commercial, mais en 1968, alors est-ce que vous voyez la vidéo? Oui? Ok, bon, si les vidéos marchent, c'est génial. Non. Vous voyez la vidéo ou pas? Oui, tout fonctionne, génial. Ok, donc en 1968, là, ce que vous voyez, c'est le premier casque de réalité virtuelle ou augmentée qui a été développé par Sutherland, il me semble, en 1968. Et vous voyez qu'à l'époque, c'était un attirail énorme. Il fallait quasiment une grue pour mettre le truc sur la tête. Et on pouvait projeter comme ça des cubes en 3 dimensions. Alors, c'était, pour l'époque, complètement révolutionnaire. En 1900, il faut attendre 1980 et Jaron Lanier, qui est ici avec sa magnifique coupe dreadlocks, un des pionniers de la contre-culture et de la réalité virtuelle en Silicon Valley, pour que soit introduit le terme de réalité virtuelle ou réalité alternative. Comme quoi, donc, ces programmes permettaient de concevoir une nouvelle forme d'expression artistique, si vous voulez. Puis, cette technologie va faire son entrée dans le domaine du jeu vidéo. En 1995, Nintendo lance un concept qui s'appelle Virtual Boy, qui est donc une première machine grand public, si vous voulez, de réalité virtuelle pour le jeu vidéo, qui a été un flop commercial, mais qui a eu le mérite de faire franchir un palier à cette technologie et surtout essayer de la démocratiser. Parce que pour l'instant, elle était cantonnée essentiellement à l'industrie ou alors à quelques grands spécialistes du domaine. Et puis, en fait, la date la plus importante pour notre époque moderne, c'est 2010, avec donc l'arrivée du Oculus, qui est aujourd'hui toujours la plateforme de réalité virtuelle la plus célèbre et qui a été surtout très connue parce que rien qu'au lancement, ils en ont vendu pour plus de 2 millions de dollars, je crois, le premier jour. Donc, c'était vraiment un engouement énorme pour cela. Et puis, ils ont vendu la société à Facebook pour plus de 2 milliards de dollars. Donc, un énorme succès commercial et industriel qui préfigure sans doute l'avènement de la réalité virtuelle grand public qu'on aura tous sans doute demain dans notre salon. Au même titre que le smartphone, ça a mis 10 ans peut-être à pénétrer le marché mondial. La réalité virtuelle, elle en est encore à ses débuts. Et puis aujourd'hui, il y a toute une gamme de nouveaux casques de plus en plus puissants, notamment surtout dans le domaine du jeu vidéo. Mais ce n'est pas qu'un outil qui sert pour le jeu vidéo, la réalité virtuelle. Ça peut être un outil relativement sérieux. En fait, on voit déjà les prémices de la réalité virtuelle dans tout ce qui est ce que j'appelle la pop culture. Donc, vous avez sans doute tous vu au moins un de ces films, Tron de Disney, Matrix évidemment, Ready Player One de Spielberg, que je n'ai pas vu, mais il paraît que c'est super. Dans lequel, en fait, donc, on imagine le concept d'une humanité dans laquelle il y aurait notre vie normale et puis une sorte de vie digitale dans lequel les choses seraient mieux, on pourrait reprendre le contrôle sur notre vie, ou alors vice-versa, des dystopies dans lesquelles la réalité virtuelle, au contraire, prend le contrôle sur nous. Donc, c'est des choses intéressantes et qui ont donné des idées, du coup, aux psychiatres et aux psychologues. Parce qu'ils se sont dit, OK, la réalité virtuelle, ça a l'air d'être très puissant pour le jeu vidéo, ça a l'air d'inspirer beaucoup de gens dans le domaine du cinéma, de l'art et compagnie. Mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire faire accepter à quelqu'un une réalité virtuelle, une réalité autre que celle dans laquelle on vit tous les jours? C'est globalement en fait ce qu'on essaie de faire quand on est un psychiatre ou un psychanalyste. On essaie de remettre les gens dans d'autres environnements, on essaie de leur donner des nouvelles perspectives pour qu'ils voient les problèmes différemment. Et donc ça a donné des idées à toute une série
de psychologues expérimentaux et puis même des médecins qui se sont intéressés à l'utilisation de cette technologie en thérapie. C'est ce dont je vais parler maintenant. Donc, réalité virtuelle et neurosciences. Donc, je vais pas du tout faire un cours théorique de neurosciences, surtout que je ne suis pas non plus un grand neuroscientifique. Mais j'aimerais quand même vous donner quelques notions de base pour comprendre pourquoi on utilise la réalité virtuelle et pourquoi elle marche si bien et pourquoi elle piège, entre guillemets, le cerveau humain. Ça va nous donner des bases intéressantes pour ensuite discuter de l'application de cette technologie en thérapie. Surtout si vous avez des moindres questions, j'irai de temps en temps comme ça dans le chat pour voir si tout va bien et si vous avez des questions. Mais je répondrai à toutes les questions à la fin si vous voulez bien. Voilà. Alors, le premier concept, alors je vais introduire quelques concepts. Le premier concept qu'on introduit pour comprendre pourquoi la réalité virtuelle est un très bon outil pour faire accepter une autre réalité dans le cadre, par exemple, d'une thérapie au sens large. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle le out-of-body experience. Ça veut dire en fait des expériences de sortie du corps. Ça a l'air comme ça presque mystique, hein, si vous voulez, mais c'est très intéressant. Donc là, je vous donne un petit schéma d'une expérience qui a été faite, je crois, en Suède. Donc on met une caméra. Donc le participant, donc ça c'est le patient, si vous voulez, qui est donc ici. Et puis il y a ce qu'on appelle le virtual body, c'est en fait la projection dans le monde virtuel une sorte d'avatar, si vous voulez, de la personne dans le monde virtuel. Et vous voyez qu'il y a une distance. Donc en fait, on a l'impression de se voir. On se voit comme si on était de derrière. On a l'impression d'être sorti de son corps. Alors ça marche plutôt bien. Il faut quand même des conditions pour que ça marche et pour que le cerveau accepte ça. Il faut quand même qu'on soit relativement proche de l'avatar et on va comme ça envoyer des stimuli à la personne derrière, par exemple des petits coups de bâton dans le gentil, hein, évidemment, des petits coups comme ça dans le dos, et en fait la personne va la ressentir comme si elle était l'avatar qui en fait a, je sais pas, 1 ou 2 mètres avant elle. Donc c'est assez bizarre. Je peux vous montrer une vidéo rapide voilà, de l'équipe de Messlater à Barcelone. Donc là, vous voyez la personne qui est donc équipée de caméras, de senseurs et d'un casque de réalité virtuelle. Et puis, voilà, donc là, c'est la personne physique assise sur une chaise. Et puis là, en fait, on voit ce qu'elle voit à l'intérieur du casque et elle est projetée donc, dans un univers qui ressemble à un appartement. Et en fait, elle va se voir, mais comme si elle était sortie de son corps. Je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, le deuxième concept de neurosciences que je vais introduire et qui est particulièrement intéressant quand on va travailler sur la douleur, justement. C'est le principe, alors pardonnez-moi, je l'ai écrit en anglais, mais je vais le traduire. C'est le principe de distraction, c'est ni plus ni moins que la distraction. Donc, faire distraction. Et puis, le brain overload, c'est tout simplement saturer le cerveau d'informations. En réalité virtuelle, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va submerger le cerveau d'informations visuelles, sonores, spatiales, parce qu'on est en 3 dimensions. Et en fait, ce simple fait, ça va mobiliser des ressources énormes dans le cerveau, un peu comme si on mettait un ordinateur en surchauffe. Qu'est-ce qui se passe quand votre ordinateur est en surchauffe? Il va commencer à rendre certaines tâches prioritaires, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va dire, OK, moi je me concentre déjà sur la vision, tous les 5 sens, la vision, l'odorat, l'ouïe, et essaie déjà de me déplacer dans ce nouvel environnement que je ne comprends pas très bien. Okay, et donc ça veut dire que des signaux qui sont, entre guillemets, moins prioritaires, comme par exemple, et ça va nous intéresser à tous, les signaux douloureux, vont être mis en arrière-plan. Quand on a mal, parce qu'on souffre de polyarthrite rhumatoïde, parce qu'on souffre de fibromyalgie, parce qu'on souffre d'algie vasculaire faciale, que sais-je.
on va avoir une tendance tout à fait naturelle. Je le sais, je suis moi-même patient. Je ne suis pas polyarthrite rhumatoïde, mais j'ai de l'algie myofasciale. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir des crises douloureuses. Je peux vous dire, enfin, je pense qu'on sait tous autour de la table qu'on a l'impression que c'est la seule chose au monde. Mais en fait, le simple fait de rentrer en distraction, ok, de, de rentrer comme ça dans un univers parallèle, si vous voulez, ça va mettre mécaniquement l'information douloureuse en arrière-plan. Alors, il y a un exemple qui est super, et je prends toujours cette vidéo parce que je l'adore, c'est celle de la vaccination du petit gamin, là. Donc, je ne vais pas mettre le son. Vous voyez, donc, pour faire une piqûre au petit, qui est donc un acte médical qui n'est pas agréable, surtout pour un tout petit, il est mignon. En fait, ben, ce médecin-là, ce pédiatre, qui est par ailleurs qui est soi-disant le meilleur pédiatre du monde, mais il a cette petite routine, c'est-à-dire qu'en fait, il va stimuler le gamin avec, vous voyez, plein de parties de son corps. Il fait joujou avec la seringue, hein. Et donc, comme ça, l'enfant, si vous voulez, il n'est pas dans le stress de savoir je vais avoir une piqûre, je vais avoir un truc qui va me faire mal. Donc, il fait joujou, comme ça, il lui chante des comptines. Je crois qu'on ne peut pas entendre le son à travers Zoom, mais voilà. Là, il fait la comptine, vous voyez, tac. Et là, hop, il fait l'injection pour le vaccin. C'est d'actualité d'ailleurs. Hop, et puis voilà, vous voyez le regard hébété du petit qui n'a pas très bien compris ce qui se passait. Donc ça, ce sont des techniques, si vous voulez, qui sont un peu vieilles comme le monde, hein, de distraction. Alors nous, on a traduit exactement ce mécanisme-là dans un logiciel. Alors je vous passe l'interview. On fait ça nous-mêmes avec plusieurs labos à Paris et aussi dans la banlieue lyonnaise. Je vais aller plus vite. Avec les enfants, c'est ça. En fait, on fait des distractions dans lequel on leur met un casque de réalité virtuelle avec un petit jeu vidéo sympathique. Voilà, on voit comment ça s'installe. On installe l'enfant qui, en général, quand il doit faire une prise de sang ou un vaccin ou que sais-je, est extrêmement anxieux parce qu'il a peur de la piqûre, il a peur de la douleur. Donc, on va tout simplement le déconnecter de cet environnement anxieux. Et la réalité virtuelle, c'est super pour ça. Parce que c'est beaucoup plus puissant que simplement regarder un jeu sur une tablette. Parce qu'on est complètement immergé dans un autre univers. On n'a pas l'impression d'être chez le docteur, si vous voulez. Je passe, voilà. Voilà, donc on les fait jouer comme ça à des petits jeux cognitifs qui leur occupent bien le cerveau, pendant que ben, ici, l'infirmier va tout simplement procéder au prélèvement. Voilà, tac, vous voyez, un jet de ballon, et c'est parti. Ni vu ni connu, l'enfant n'a rien senti. C'est absolument magnifique. Ça marche mieux que les patchs MLA. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent ça, mais c'est un principe qui est tellement simple et tellement efficace que nous-mêmes, on n'y croyait pas. Autre concept que je veux aborder pour expliquer ce qu'on fait, c'est le concept de l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est intéressant parce que ça va permettre de travailler sur des couches beaucoup plus profondes de la psyché, si vous voulez. La distraction de la douleur, c'est très efficace, mais ce n'est pas très subtil en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que on peut détourner comme ça l'attention de la douleur, et ça va marcher pour soit des petites interventions, ça va marcher pour de la douleur aiguë. Typiquement, je me casse la jambe. C'est une douleur très forte, mais qui, on sait, va s'estomper. Une fois que le chirurgien m'aura opéré et une fois que j'ai pris 2-3 comprimés de médicaments dont je ne citerai pas le nom pour ne pas leur faire de pub, mais a priori, ça va bien se passer. Mais il y a le pic de douleur que je dois gérer, et en général, bon, la distraction, ça marche très bien pour ça. Par contre, c'est un gros challenge de traiter la douleur chronique. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Traiter la douleur chronique, ça nécessite d'autres stratégies beaucoup plus subtiles. L'hypnose, c'est intéressant pour ça parce que du coup, on va aller travailler sur des approches plus long-termistes, j'ai envie de dire. Okay,
Donc, pareil, pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas accéder à des super hypnothérapeutes comme ceux avec qui on travaille, qui vivent en province ou dans des villes, dans des villages, ou alors tout simplement dont les mutuelles ne peuvent pas se permettre de prendre en charge des, euh, des, euh, des soins d'hypnose, etc., qui peuvent être coûteux, hein, on en a tous parfaitement conscience. Bah, pourquoi pas essayer de simuler des inductions hypnotiques avec des systèmes de réalité virtuelle. Ça marche très très bien. On a certains même de nos concurrents qui font ça en milieu hospitalier pour endormir les malades avant des chirurgies, et ça marche vraiment magnifiquement. Dernier concept, alors je sais que c'est peut-être un petit peu aride hein, ce que je raconte, mais j'espère que ça vous intéresse quand même. On fait un petit peu de neurosciences, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et si vous voulez des détails, je répondrai volontiers pendant les questions. Le dernier concept qui est super intéressant, et moi personnellement qui me fascine, c'est le concept des neurones miroirs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de ce concept ou pas. Je vais regarder un peu dans le chat si. Oui, c'est intéressant, super. Merci beaucoup, Corinne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de neuromiroir? Est-ce que c'est un concept que vous avez déjà entendu parler ou vous avez lu sur le sujet? Oui, Muriel dit oui, d'accord. Pas du tout, ok. Non. Bon, bah, non, ok. Entendu parler, parfait. Bon, bah, du coup, c'est un peu mixte. Il y a des gens qui en ont entendu parler et d'autres non. Je vais l'introduire, si vous le permettez, et je vais prendre un exemple très simple, qui est globalement celui que je comprends, hein, parce que j'ai essayé de lire un bouquin sur le sujet, mais c'était un peu difficile. Alors, neuromiroir, ça, c'est un concept qui est très récent, en fait, qui date de. Donc, c'est les recherches de ces deux personnes, là, Risolati et Ramachandran, essentiellement, il y en a d'autres. Le concept de neuromiroir, c'est un concept qui. Comment l'expliquer? Globalement, dans l'évolution de l'espèce humaine, on aurait en fait développé certaines zones de notre cerveau en double. Oui, en double. Et en fait, ces cerveaux servent essentiellement, on s'en est aperçu récemment, à des tâches sociales. Je m'explique. C'est-à-dire qu'elles servent à activer des activités neuronales quand on va voir un congénère, donc un autre homme, une autre femme, voir quelque chose, alors que nous-mêmes, on ne le fait pas. Je vais prendre un exemple très concret. Regardez l'image de gauche dans lequel on a ici, donc ce sont des IRM fonctionnels de cerveau, il me semble, sur la tête de chimpanzé. OK. Vous avez donc toutes les zones allumées, là, vous voyez. Les zones allumées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une activité cérébrale dans ces zones du cerveau. Ces zones-là, elles correspondent à quoi? Elles correspondent essentiellement à tout ce qui est zone sensomotrice, pour faire court. OK? Les zones sensomotrices. Et dans cette expérience, en fait, vous avez deux chimpanzés. Il y a un premier chimpanzé qui va faire l'action de prendre une banane. Okay, c'est ce qu'on appelle le reaching. C'est executed reaching. C'est la première ligne. Okay, donc vous voyez les zones du cerveau de ce chimpanzé qui s'activent. Évidemment, bah, il va activer les zones liées à la vision, dans le cortex visuel, évidemment. Et il va activer toutes les zones liées à l'activité motrice, le fait de faire le geste de prendre la banane. OK. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est la deuxième ligne. Okay, la deuxième ligne, c'est quand le chimpanzé va non pas faire l'action, mais regarder son congénère la faire. Alors vous voyez évidemment que les zones activées sont exactement aux mêmes endroits. Par contre, elles sont moins fortes. Okay, l'activité, on voit plus c'est plus c'est brillant, si vous voulez, plus en fait l'IRM repère un signal, moins c'est brillant, hein, donc plus c'est faible. Donc vous voyez que les mêmes zones sont activées, effectivement moins fortement que quand on fait soi-même l'action, mais le simple fait de voir quelqu'un la faire va activer ces neurones. Je pense que vous voyez où je veux en venir en fait. C'est-à-dire que si on met les gens en réalité virtuelle, on a un peu on
c'est encore une théorie, hein, ça nécessiterait beaucoup de travail, je pense, mais la théorie, c'est ça, c'est de dire que si on met un avatar en réalité virtuelle et qu'on regarde cet avatar, ou alors qu'on a l'impression d'incarner cet avatar, et qu'on lui fait faire des tâches qui lui paraissaient impossibles, comme par exemple marcher, courir pour quelqu'un qui a été gravement atteint à la colonne vertébrale, eh bien, le simple fait d'avoir l'impression, le sentiment que de le faire soi-même, même et de le voir se réaliser, ça va réactiver les zones du cerveau qui étaient avant inactives après l'accident, par exemple. Donc, c'est super intéressant. Et là, sur la droite, je vous donne un exemple pareil, spécifiquement au domaine qui vous intéresse, celui de la douleur. Vous voyez les zones ici, de toutes les zones qui sont liées à la douleur. Je ne vais pas détailler. Donc, le self in pain, c'est le premier en haut. Là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris en même temps. Bref. Le fait d'être soi-même en douleur et le fait d'imaginer quelqu'un douloureux. Donc ça, c'est en fait, si vous voulez, les neurones miroirs sont un peu les neurones de l'empathie, si vous voulez, qu'on va essayer de débloquer. Alors, une application des neurones miroirs la plus connue, et ça sans doute vous la connaissez parce que ça fait grand bruit, c'est ce qu'on appelle la thérapie de la douleur fantôme. Alors la douleur fantôme, c'est quoi? Je vais vous montrer une vidéo, ça sera beaucoup plus parlant. La douleur fantôme, c'est quoi? C'est globalement des gens qui ont perdu, voilà, vous voyez cet individu qui malheureusement a eu un accident et donc il a perdu, on lui a amputé son bras. Alors on lui a amputé le bras et donc normalement, techniquement, le chirurgien a fait tout ce qu'il pouvait. Il a amputé le bras, il n'y a plus de terminaison nerveuse. Il n'y a plus de terminaison nerveuse. Par contre, cette personne, elle a toujours des douleurs horribles et des crampes au niveau du bras amputé. Et là, elle va voir son chirurgien et le chirurgien lui dit, écoutez, monsieur, c'est pas possible, je vous ai coupé le bras, donc vous ne pouvez plus rien sentir. Vous comprenez? Mais cette personne dit, non, non, j'ai vraiment des crampes, j'ai vraiment des douleurs atroces au bras amputé, je ne comprends pas. Alors on essaye tout, on essaye les médicaments, on essaye les anxiolytiques qui en fait, on essaie les antidépresseurs qui en fait ont un rôle d'inhibiteur du système nerveux central, etc., etc. Et en fait, rien ne marche. Et là, Ramachandran, qui est donc la personne que vous voyez à droite de la vidéo, qui est donc cet éminent professeur de psychologie à Stanford, il conclut qu'en fait, on pourrait activer les neurones miroirs. On pourrait dire, donner la sensation à cette personne qu'elle voit son bras amputé, et comme ça, inhiber la sensation douloureuse. Et regardez ce qu'il développe. C'est une thérapie révolutionnaire qui a coûté 10 dollars au passage, alors que tous les traitements, je ne vous donne pas l'addition. C'est tout simplement une petite boîte avec un miroir. On va mettre la main saine, si vous voulez, dans un miroir, et de l'autre côté, vous avez la main amputée. Le simple fait d'avoir un miroir, la personne a l'impression de voir son membre. Vous voyez la main amputée de l'autre côté, à gauche? Fantastique. Il a le simple fait d'avoir l'impression de revoir son membre amputé, eh bien ça y est, il va mieux. La douleur part quasiment immédiatement. Et ça dure pendant en fait plusieurs heures. C'est fantastique. Donc voilà un exemple de thérapie extrêmement puissante, sans aucun médicament. J'en viens maintenant au cœur de mon sujet, je ne vais pas aller trop long, je crois qu'on a dit 45 minutes. Oui, je vais faire court, je vais juste vous présenter quelques exemples. Donc là, je pense que j'ai passé un peu de temps et je vous prie de m'excuser pour ça, mais je pense que c'était important de bien introduire les concepts de base afin que vous compreniez ce dont je veux parler. Maintenant, on va parler de la réalité virtuelle en thérapie. Donc, je vous ai expliqué ce que c'était la réalité virtuelle. J'ai essayé de motiver en quoi le fait d'utiliser la réalité virtuelle pouvait avoir un impact très fort sur le cerveau et qu'on pouvait même faire de la thérapie, comme par exemple guérir, entre guillemets, quelqu'un qui avait une douleur à un membre amputé, rien qu'en lui donnant l'illusion que ce membre avait repoussé, si vous voulez. La réalité virtuelle est un outil fantastique pour cela, car il permet justement de faire bien plus. On peut mettre les gens à peu près dans n'importe quelle situation. On peut les faire se prendre pour des pilotes de Formule 1, des coureurs de jogging, tout ce qu'on veut. Et c'est un outil absolument fantastique en thérapie en général.
Je vais commencer par l'application que vous attendez tous et pour laquelle j'ai été présenté d'ailleurs, qui est donc les applications dans le domaine de la douleur. OK. Alors, je vais faire un peu d'histoire. Alors, il y a énormément de travaux sur le sujet. J'ai essayé de sélectionner ceux qui me paraissent les plus marquants de l'histoire du domaine. OK, donc, si d'autres gens me regardent et me disent: «Ah, tu n'as pas cité mon papier», bon, je suis désolé. Je pourrais faire un résumé plus tard. Alors, je vais vous montrer ici, donc, je pense, la toute première expérience de réalité virtuelle thérapeutique qui a été développée par l'équipe de Hunter Hoffman à l'université de Washington aux États-Unis. Alors, attention, âme sensible, s'abstenir. Dans la vidéo, il y a un grand brûlé. OK, donc, ce n'est pas joli, joli. Je peux vous m'autoriser à la montrer? Vous êtes tous des gens à... Oui, allez, on y va. Donc, je préfère vous prévenir. Pour ceux qui sont sensibles, s'abstenir. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vous donnerai évidemment les liens vers toutes les vidéos, etc., si vous voulez les revoir chez vous. Donc, vous voyez ici, donc, il me semble que c'est Samuel Brown, qui est en fait un soldat de l'armée américaine et qui a été gravement blessé au cours d'une mission en Irak. Comme vous voyez, le pauvre est gravement brûlé au 3e degré. Et donc, il doit faire régulièrement des soins, des pansements et des greffes de peau. Voilà, je cherchais le terme. Et les greffes de peau, ah oui, vous voyez le pauvre, les greffes de peau, il se trouve que c'est extrêmement douloureux et qu'on ne peut pas le faire sous anesthésie générale. Donc en fait, pour l'aider, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre dans un environnement virtuel ce soldat, vous voyez l'équipe en fait de chercheurs ici, dans un environnement virtuel qui s'appelle Snow World. Et en fait, on va lui faire croire qu'il n'est pas dans un service de grand brûlé, le pauvre, mais qu'il est en fait au sport d'hiver et qu'il est dans un jeu où il doit globalement lancer des boules de neige sur des bonhommes de neige et des pingouins. OK ? Donc là, si vous reprenez un peu tout ce que j'ai raconté avant, voilà, attendez, je vais faire pause, ça c'est important. Si vous reprenez un peu tout ce que j'ai raconté avant, vous me dites pourquoi il racontait tout ce blabla, c'est juste pour introduire ça. C'est que globalement, le simple fait de mettre une personne dans un environnement dit antagoniste, c'est-à-dire si on voit une personne qui est grand brûlée, je le mets dans un environnement en fait de neige, de froid. Le cerveau va immédiatement considérer la réalité, même si c'est une réalité sur ordinateur, et en plus ça, ce programme-là n'est pas du tout n'est pas du tout au point technologiquement. Voilà, vous avez vu les zones du cerveau qui s'inhibent immédiatement. Tout ça, ce sont les zones du cortex sensomoteur qui sont impliquées dans la douleur. Elles s'inhibent immédiatement, le simple fait d'être projeté dans la réalité virtuelle. Et donc, c'est absolument fantastique. Alors, l'armée américaine a été un peu pionnière dans le développement de ces choses-là, parce que justement, avec toute leur guerre en Irak et en Afghanistan, ils ont eu à traiter beaucoup de ces sujets. Je pense l'une des recherches les plus importantes, parce qu'elle a fait beaucoup de bien à la communauté de réalité virtuelle thérapeutique, ça a été tous les travaux de l'équipe de Brennan Spiegel, qui est donc un médecin, je crois qu'à la base il est gastro-entérologue, et il travaille au Cedars-Sinai, à l'hôpital de Los Angeles. Okay, et j'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer aussi certaines personnes qui travaillent avec lui à l'université de Stanford, en Californie, quand j'y suis allé en mars 2019. Dans cette étude-là, qui a été d'ailleurs relayée même dans les médias américains, ce qu'ils ont montré, c'est une étude sur à peu près une centaine de patients qui venaient aux urgences pour tout un tas on va dire, de bobologie, de traumatologie. Donc, des gens qui viennent pour des bras cassés, des brûlures, justement, ce genre de choses. Et ils ont fait un essai clinique. Donc, la moitié des gens avaient des soins, on va dire, standards. Et puis, l'autre moitié des gens, avant de recevoir leurs soins, que ce soit leur réduction de fracture, que ce soit leur suture, que ce soit leurs soins de brûlure, que sais-je, on leur faisait une séance de réalité virtuelle relaxante pour leur occuper l'esprit, si vous voulez, avant. Et les résultats ont été exceptionnels, c'est-à-dire que des réductions de la douleur d'entre 60 et 80%,
sans aucune prise d'opioïdes. Et ça, si vous voulez, cet article a fait grand bruit aux États-Unis, en particulier parce que les États-Unis, comme vous le savez, ont connu une grande crise des opioïdes, c'est-à-dire que certains médecins avaient un peu la prescription un peu trop facile et que certaines personnes consommaient trop de médicaments à base de dérivés d'opium, fentanyl, etc. Euh, et qu'ils devenaient addicts et que même, ça pouvait même entraîner en ultime recours des overdoses. Donc, on s'est dit que peut-être que tout simplement, mettre un bon vieux casque de réalité virtuelle avec un téléphone portable dedans, ça pouvait peut-être régler ce problème de santé publique très important. Alors, tout ce que je vous ai raconté pour l'instant, c'est sur la douleur aiguë, c'est-à-dire voilà, la douleur urgente, brûlure, bobologie, traumatologie. La question de la douleur chronique est beaucoup plus difficile, en fait. La question de la douleur chronique, en fait, le truc, c'est que pour les douleurs chroniques, les mécanismes sont beaucoup plus complexes que simplement j'active et je désactive les zones sensomotrices, quoi. C'est encore mal compris, même s'il y a évidemment énormément de travaux sur le sujet. Mais globalement, les médecins qui vont travailler là-dessus, ils vont utiliser, comme je le disais, des techniques plus inspirées de l'hypnose, de la méditation de pleine conscience, etc., etc., quoi. Le but, c'est vraiment pour te travailler sur d'autres zones de la psyché. Oui, c'est ça, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que pour la douleur chronique, il y a en plus un problème de modification de la connectivité cérébrale, ce qu'on appelle la plasticité. C'est-à-dire que quand les gens ont mal pendant trop longtemps, il y a carrément la connexion de leur cerveau va être différente. Et donc, si vous voulez, pour retravailler dessus, c'est un travail de très longue haleine. Et en général, c'est difficile. Donc, je vous présente quand même un papier qui nous a servi beaucoup nous a servi de modèle sur la réalité virtuelle pour la douleur chronique. C'est le papier donc, de l'équipe de Diane Gramola, Amber Shaw, avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler, qui donc ce qu'on appelle une meditative walk, c'est-à-dire qu'on propose aux gens de faire une sorte de marche méditative ouverte, sans but, et c'est vraiment un but très relaxant. Alors à la base, ça a été designé plutôt pour les problèmes de, de crise anxieuse, mais en fait, ça marche très très bien pour la douleur chronique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble chez nous, vite fait. Donc nous, on a adapté ça dans un programme qui est maintenant disponible pour le plus grand nombre. Je vais vite, je vous montre, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc comme ça, des marches méditatives dans lesquelles on va se balader dans des environnements abstraits et oniriques. C'est en fait, d'après nos études, ce qui marche le mieux. Ça marche même mieux que les environnements, on va dire, réalistes, que les gens comme ça peuvent projeter leur propre vision, si vous voulez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre aussi un dernier exemple dont on est assez fier. On vient de le faire hier, donc j'en profite pour le montrer. Je trouve que c'est assez magnifique. Donc je félicite mes ingénieurs et mes graphistes d'avoir fait des choses aussi belles. Ça, vous faites une balade dans un monde comme ça, avec une belle musique. Moi, je le dis, je l'utilise personnellement. Ça marche beaucoup mieux que n'importe quel antidépresseur ou que n'importe quel comprimé d'une marque que je ne citerai pas. Voilà, voilà. Et finalement, pour la douleur chronique, je tiens à citer cet article de l'équipe de Dave Darnall, qui est une des femmes leaders dans le sujet, qui travaille à l'université de Stanford, donc la prestigieuse université américaine, et qui donc s'intéresse, et ça c'est nous, ça nous intéresse, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le sujet d'ailleurs, à savoir comment est-ce qu'on va faire pour transposer ces très belles recherches qui sont pour l'instant dans les labos, et faire en sorte de les donner aux gens chez eux pour qu'ils puissent les utiliser. Parce que les gens en douleur chronique, déjà qu'ils ont 6 mois pour avoir un rendez-vous dans un centre de la douleur, est-ce qu'on va leur demander de venir faire ces séances
une fois tous les 6 mois à l'hôpital, non, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'ils puissent s'approprier toutes ces technologies-là pour les faire chez eux et pouvoir, comme ça, on l'espère, progresser dans leur thérapie. Vous voyez à quel point ça va très vite. Regardez la date de ce dernier article qui aussi étudie l'impact de la réalité virtuelle en population générale, 16 janvier 2021. Donc c'est un champ de recherche qui est absolument passionnant et qui va très vite. Est-ce que vous m'autorisez 2 minutes de plus ou j'arrête là? Non, non, allez-y. D'accord. J'en ai pas pour longtemps, j'ai presque fini. Il n'y a pas de problème, allez-y. Ok. Je voulais dépasser un peu le simple cadre de la douleur pour vous donner d'autres perspectives d'application de la réalité virtuelle que je trouve, moi, personnellement très intéressant, sur lesquelles on ne travaille pas, peut-être dans le futur, je ne sais pas, mais que je trouvais intéressant et que je vais mentionner comme ça en passant pour peut-être ouvrir la discussion. Le premier sujet, et peut-être c'est même le sujet historique, si vous voulez, de l'application de la réalité virtuelle, c'est dans le domaine des phobies. Alors, les phobies, si je ne vais pas montrer de vidéo, je vais juste montrer 2 images. Pour les phobies, si vous allez. Les 2 phobies que je vous montre ici, là, c'est l'arachnophobie, donc la peur des araignées, à gauche, je ne sais pas si vous voyez l'image. Et puis à droite, c'est je crois, l'acrophobie, la peur du vide, il me semble. Ok, bon. Peur des araignées, peur du vide, faisons simple. En général, les gens qui ont vraiment une peur maladive des araignées ou du vide ou de prendre l'avion, que sais-je. Moi, par exemple, je suis un peu agoraphobe, j'aime pas quand il y a trop de monde dans le métro, etc., etc. Tous les gens qui ont des phobies, et je pense que vous en connaissez tous autour de vous, en général, ils adoptent des stratégies dites d'évitement. C'est-à-dire que vous avez peur des araignées, dès que vous voyez une araignée, vous allez courir et l'éviter. Vous avez peur du vide et des hauteurs. Bon, bah, vous n'allez pas réserver une excursion à la Tour Eiffel. Hein, okay. Néanmoins, il y a certaines personnes qui ont, par exemple, besoin de surpasser leur peur. Alors en général, les thérapies qui marchent le mieux pour ça, d'après les psychiatres, ce sont les thérapies dites d'exposition. Donc on va vous exposer comme ça graduellement au danger ou à la phobie à laquelle vous êtes sensible. Donc, pour ce qui est par exemple des araignées, on va vous exposer graduellement à mettre une araignée déjà dans la salle, loin de vous, puis ensuite de plus en plus proche, puis ensuite 2 araignées, 3 araignées, etc. La réalité virtuelle, c'est absolument génial pour ça, parce que c'est des environnements absolument contrôlés. On peut mettre le nombre d'araignées qu'on veut, on peut les mettre dans des situations à la maison, au bureau, à la campagne, à la montagne, je ne sais quoi. Idem pour la peur du vide, qui est sans doute un exemple emblématique d'application de ces thérapies, parce que vous voulez guérir quelqu'un qui a une peur maladive du vide, bah, vous n'allez pas l'emmener directement au 3e étage de la Tour Eiffel. Le pauvre, il va déjà faire une syncope dans l'ascenseur, vous voyez. Donc, vous allez essayer de graduellement lui faire accepter le fait qu'il progressivement monte d'étage en étage. Et ça, vous pouvez le faire dans un environnement de réalité virtuelle, parce que ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, et c'est ça qui est assez bluffant, c'est que quand on fait une expérience de réalité virtuelle, on est quand même conscient que c'est pas la réalité. On est conscient que ça ressemble à un jeu vidéo. Mais néanmoins, c'est suffisamment crédible et surtout, on est suffisamment immergé dedans pour que le cerveau se fasse piéger. Donc à tout moment, on peut dire stop, j'appuie sur le bouton, j'arrête, c'est trop pour moi, mais en même temps, on n'a pas peur de tomber parce qu'on a quand même une part de nous qui a conscience que quand bien même je suis sur le pont, moi je l'ai fait cette expérience, elle est très très flippante. Hein. Quand bien même on est sur le pont et qu'on a vraiment super peur du vide, bah, je sais qu'en fait, au pire, je vais tomber à 1 mètre du sol, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Et enfin, le dernier sujet, c'est ce qu'on appelle en anglais les PTSD, les Post-Traumatic Syndrome Disorder. Donc c'est tous les gens qui ont ce qu'on appelle le stress post-traumatique en bon français. Ok.
Donc les gens qui ont connu des choses choquantes, alors beaucoup des gens à la guerre, hein, des gens qui reviennent de l'Irak, des gens qui ont connu des violences physiques, des viols, etc. Bon, bah, ils gardent des séquelles extrêmement importantes et pour eux, c'est très délicat de vivre avec, hein. On dit toujours qu'il faut vivre avec, faut la fameuse résilience, etc. Bon, on en revient de ce concept, même s'il est très à la mode. Alors là, je vous montre effectivement des expériences qui ont été faites toujours dans l'armée américaine, ils sont pionniers là-dedans, des gens qui revenaient de l'Irak. Moi, je connais une histoire, on va dire, de personnes plus ou moins proches, donc je tairai son nom, mais une femme qui a été victime d'un viol, la pauvre, dans une station métro. Ok. Et donc, elle avait vraiment un véritable blocage parce que, après effectivement, quelque chose d'aussi horrible, très difficile de retourner à la vie normale. Et donc, cette personne, cette jeune femme, elle avait maintenant une véritable blocage. Elle ne pouvait plus prendre le métro et à tel point qu'elle s'était renfermée, elle ne sortait plus de chez elle. Ok. En ce sens, elle était un peu en avance sur tout le monde pour le confinement. Bref, bon, euh, et donc, pour l'aider, beaucoup de techniques ont été essayées, évidemment, le classique, antidépresseurs, etc., psychothérapie, machin. En fait, ce qui l'a vachement aidé, c'est tout simplement une boîte, pareil, dont je tairai le nom, qui avait développé des environnements pour lui faire reprendre le métro virtuellement, depuis chez elle. Et lui faire comprendre qu'en fait, bon, bah, elle avait eu un accident de vie, la pauvre, qui est malheureux, mais que, en fait, le métro, ça pouvait ressembler à ça. C'était en général quelque chose de banal que tout le monde prenait pour aller au travail, pour aller vaquer à ses occupations, etc. Et comme ça, graduellement, en reprenant le métro virtuellement, elle a accepté de finalement aller à la boulangerie, puis sortir de chez elle, et finalement, elle a accepté de reprendre le métro et de reprendre une vie plus ou moins normale. Donc voilà, c'est sur ce message d'espoir que j'ai envie de conclure en disant que les technologies virtuelles offrent un champ de possibles absolument quasiment infini dans le domaine de la psychothérapie, dans le domaine de la neuropsychologie, pour traiter des choses comme la douleur chronique, la phobie, les stress post-traumatiques et sans doute bien d'autres applications dont on n'a même pas idée aujourd'hui. Merci beaucoup. J'en profite pour faire un peu de pub et vous dire que il y a ce bouquin de Brennan Spiegel qui est sorti et qui est excellent si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Merci beaucoup. On a des questions qui arrivent, donc notamment Marie qui nous dit, dans le cas des phobies, n'y a-t-il pas un risque de rendre virtuel un danger potentiel? Est-ce qu'on perd un peu le sens de la réalité finalement? C'est une très très bonne question. Alors, je ne suis pas moi-même expert des phobies. Tout ce que je sais, c'est que, alors pour les phobies, contrairement à notre approche qui est un petit peu basée sur des environnements abstraits, parce que justement on est là pour faire des choses qui ressemblent à de l'hypnose ou de la méditation pleine conscience, pour les phobies, justement, pour éviter ce travers, il faut travailler sur des environnements qui soient assez réalistes, pour que justement le danger ait l'air suffisamment vrai. Et ça permet de contourner le problème, en principe. Ok. Alors, on nous interroge aussi sur ce que vous pensez. Donc, c'est Monique qui demande ce que vous pensez de l'EMDR. Le MDR, je ne connais pas trop. Donc, je sais que c'est effectivement quelque chose avec les mouvements de la rétine. Je ne connais pas trop, je ne peux pas me prononcer. Je sais que c'est une technique je sais que c'est une technique historique de traitement des syndromes post-traumatiques. Et je crois que dans la littérature, ils ont des bonnes statistiques. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je ne connais pas trop de statistiques sur le domaine de la douleur chronique, par contre. Là, je suis plus dubitatif. Sur le domaine du stress post-traumatique, j'ai envie de dire les statistiques montrent que sans doute c'est très intéressant. Pour d'autres domaines, je suis beaucoup plus dubitatif.
Merci beaucoup. Alors, bien sûr, ce qu'on nous demande, hein, Blandine notamment, mais c'est un peu aussi le sens de la question de Muriel, c'est quand peut-on espérer la mise en place de ces technologies pour le traitement de la douleur chronique et en combien de temps on peut espérer une amélioration des douleurs? Ah, ok, super. Alors, j'avais dit que je ne ferais pas de pub, mais bon, nous, on a une application qui est déjà en ligne et que vous pouvez télécharger et la plupart des programmes sont complètement gratuits. Pour l'instant, alors ce qui manque pour l'instant, on est considéré comme une application plutôt de bien-être, même si évidemment, on a l'ambition de devenir une vraie application médicale. Ce qui va manquer, ce sont tout simplement encore et toujours des preuves cliniques. Et nous, donc, on travaille avec l'hôpital Pitié-Salpêtrière, le CHU d'Amiens, et surtout, nous, on a une approche, alors désolé, je vais utiliser un anglicisme patient-centric, c'est-à-dire orienté sur le patient. Et du coup, je lance un message, si vous me permettez, mais encore une fois, vous pouvez me censurer. J'aimerais beaucoup, peut-être avec Landar, on le fait avec d'autres associations de patients dans la fibromyalgie, ne pas attendre d'avoir tous les feux verts des médecins, etc., mais peut-être tester entre nous ces choses-là, qui sont de toute façon, c'est pas du médicamenteux, hein, donc on peut très bien tester une application de type jeu vidéo entre nous et dire si ça vous aide ou pas, nous faire des remontées du terrain, de façon à ce que nous, on puisse avancer plus vite et surtout faire des choses qui soient utiles à la communauté de patients. C'est surtout ça qui nous intéresse. Mais je pense que là, tous ceux qui nous écoutent seraient volontaires Bah, pour du tester tout coup, ça. je vous laisse organiser ça, mais vous pouvez évidemment m'envoyer un email et puis c'est quelque chose qu'on pourrait faire en collaboration et éventuellement sortir peut-être pas un article scientifique, mais peut-être des petites statistiques au sein de l'ANDAR. C'est quelque chose que je suis tout à fait prêt à organiser avec vous, ça me ferait même grand plaisir. Mais écoutez, c'est parti, c'est parti, on organise ça. Donc on a toujours des questions. Est-ce qu'il y a, notamment Elisabeth vous demande s'il y a un risque d'addiction à cette réalité virtuelle? C'est Alors, finalement un peu l'objet du film dont vous parliez tout à l'heure. ouais, Ready Player One, que je crois que Mm. j'ai toujours pas vu, hein. Il va falloir que je vois un jour, parce que je travaille dans la réalité virtuelle Il et j'ai faut le toujours pas vu, voir, hein, hein. Moi je l'ai vu. C'est toujours comme ça, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Euh, alors, risque d'addiction. C'est une technologie de type écran, etc. Donc, oui, évidemment, il y a toujours un risque d'addiction, tout comme vous avez un risque d'addiction à votre smartphone, tout comme vous avez un risque d'addiction aux jeux vidéo, etc. Ce qu'il y a de propre à la réalité virtuelle, c'est qu'effectivement, le côté très bizarre d'être projeté dans un environnement de manière totalement immersive, et puis aussi le fait que c'est peut-être le seul désagrément que vous pouvez avoir un petit peu la tête qui tourne. Vous n'avez pas envie de passer 10 heures dedans. Ok. Et nous, ce qu'on recommande, de toute façon, c'est de faire des sessions de 5 à 10 minutes. Et 5 à 10 minutes de réalité virtuelle dans un programme comme le nôtre ou un autre, hein, je ne dis pas que le nôtre est le meilleur, mais euh, je pense que c'est aussi puissant que 45 minutes d'hypnose. C'est ça, en fait. Si vous voulez, c'est la technologie est là, non pas comme une fin, mais comme un catalyseur de ce type de technique. Oui, parce Donc, que au risque fond, d'addiction, oui, mais très honnêtement, j'en doute par rapport à ce qu'on veut faire. je pense qu'il y avait aussi dans la question d'Elisabeth une notion d'addiction à cette réalité virtuelle pour supporter la douleur, comme on pourrait devenir aussi addict à son médicament. Oui, alors honnêtement, très honnêtement, j'en doute, et surtout le type si vous voulez, toutes ces techniques, hein, alors que ce soit donc réalité virtuelle, que ce soit méditation, que ce soit aussi les autres technologies comme le TENS et compagnie, hein, elles sont là pour justement enlever le caractère addictif d'une substance chimique Oui, bien sûr. qui du coup est une addiction d'une toute autre nature, et surtout quand on parle d'opioïdes ou d'anti-inflammatoires, on sait que c'est très dommageable pour le corps.
à longue durée. Je n'ai jamais dit que j'étais contre les médicaments, attention, hein, Non, non, bien sûr. je Oui, c'est suis, absolument je pas le suis message. totalement pro-médicaments, je suis pro-médecin et compagnie, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est malade chronique comme nous tous autour de la table, on sait très bien que prendre des médicaments à haute dose sur le long cours et avec des posologies élevées, c'est pas super. Et donc, on cherche des stratégies crédibles, prouvées scientifiquement. Ça, c'est très important, hein, parce qu'il y a beaucoup, je sais que dans les forums de fibromyalgie, de PR, de syndrome Ehlers-Danlos, tous les gens avec qui on discute tous les jours, et on vous adore tous. Je sais que vous cherchez toujours la solution miracle. Il n'y en a pas vraiment. Mais il y a des options crédibles et scientifiques surtout. C'est ça qui est très important. Okay, je tiens à... On essaie de trouver des solutions crédibles, alternatives, mais prouvées scientifiquement. Et ça, c'est super important. N'allez pas vous jeter chez n'importe quel gourou. Le message est passé. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est 5 à 10 minutes par jour? Alors, ce sont typiquement, pour la douleur chronique, si vous voulez, il faudrait qu'on fasse notre propre étude. Parce que pour la douleur chronique, la seule étude vraiment super sérieuse que je trouve, c'est celle que je vous ai envoyée, celle qui a été faite donc, à Stanford, en Californie. Parce que quoi? Parce que tout simplement, ils ont les budgets pour suivre. J'en ai pas parlé, mais cette étude, elle est fantastique parce qu'elle suit, je crois, une centaine de patients pendant 6 mois. Aujourd'hui, en Europe, on n'a pas le temps ni l'argent pour faire ce type d'études. Donc j'ai envie de dire, il faudrait qu'on se prenne par la main en tant qu'association de patients, groupe de patients, pour faire ces études nous-mêmes. Okay. On a les moyens de le faire. Nous, on peut apporter la technologie. Vous pouvez apporter votre savoir-faire et la communication. Donc, on ne sait pas exactement, si vous voulez, quelle est la posologie, entre guillemets, de ce truc-là. Donc, on s'est tout simplement calqué sur des choses qu'on connaît, comme méditation pleine conscience et hypnose. Méditation pleine conscience, on sait qu'en faire 10 minutes par jour, tous les jours, ça a un impact sur la plasticité du cerveau et notamment une acceptation plus grande de la douleur et du stress. On pense que 5 à 10 minutes par jour de notre solution, ça ferait le même effet, voire même mieux. Oui, c'est ça. Marie nous fait un commentaire en disant la méditation qu'elle pratique régulièrement, c'est top pour maintenir la douleur à distance, mais quand la nuit, ça vous tient réveillé, ça suffit plus, elle n'arrive plus à rentrer en méditation. Et elle se dit qu'un outil comme celui que vous proposez, ça pourrait tout changer. Donc, on a pas mal de volontaires pour participer à D'accord, une bah étude écoutez, exploratoire. j'en suis ravi. Pour répondre au commentaire précédent, qui est, je trouve, tout à fait bien, vous savez, moi, euh, j'ai créé Painkiller exactement pour ça. Si vous me permettez de raconter en 1 minute ma vie, hein. Bien sûr. Euh, donc moi, j'ai eu une sorte de petit virus, je crois un zona ou un truc comme ça, qui m'a fait une paralysie faciale. Euh, et donc, j'avais comme ça tout le côté bloqué. J'avais mal. Puis je me suis dit, c'est rien. Je suis allé voir mon médecin. Puis il m'a dit, bon, c'est ce qu'on appelle une paralysie faciale à frigorée. Vous avez dû prendre un petit virus ou c'est peut-être un zona, un coup de froid, le stress, que sais-je. Bon, ok. Ouais, j'ai laissé passer. Puis bon, ça ne passait pas. Donc je suis allé faire des examens. Je suis allé à l'hôpital faire un IRM, etc. Puis j'avais mal, j'avais vraiment des douleurs atroces, de contractions, des acouphènes atroces aussi, que j'ai toujours d'ailleurs, des sensations de brûlure et compagnie. Et puis ben, finalement, c'est un ami médecin qui m'a dit bah, tu devrais quand même aller voir un centre de la douleur parce que ton truc, ça part pas et il ne faut pas que ça s'installe. C'est ça le problème. Donc je suis allé au centre de la douleur et là j'ai vu des super médecins. J'étais à un hôpital parisien que je ne vais pas citer. J'ai vu des médecins super, mais qui m'ont effectivement dit que face à la douleur chronique, eux-mêmes étaient un peu impatients. Et du coup, j'ai sympathisé, discuté avec eux. Et on m'a proposé évidemment plein de médicaments. Un qui commence par Li et qui finit par K. J'ai rien dit. Qui est absolu. Ok, pas de commentaire. J'ai pas envie de me prendre un procès, mais ça n'a pas fonctionné. Au pire, les effets secondaires étaient absolument terribles. J'avais l'impression
de ne plus savoir compter 2 plus 2, etc. Je prenais du poids, perdais du poids, etc. Finalement, bah, la neurologue m'a dit, écoutez, vous êtes comme quasiment 60% de mes patients qui ont des douleurs de type neuropathique. Hein. Euh, les médicaments ne marchent pas super. Et donc, ils m'ont orienté vers une infirmière spécialisée en hypnose. En bon cartésien, scientifique que je suis, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça, de l'hypnose? Quelle est la prochaine étape? On va me faire fumer du cannabis, même si, paraît-il, ça marche pas mal. On pourra avoir une autre. Peut-être vous allez organiser une conférence sur ce sujet. Oui, c'est prévu. C'est à la mode. Donc, et, euh, et en fait, l'hypnose, j'ai trouvé ça super. Donc, j'étais comme dans un coton pendant la séance et j'avais effectivement plus mal, j'avais plus de compagnie. Le problème, c'est que, comme le disait votre intervenante, bah ça s'estompait. Ça s'estompait. Et j'avais une séance tous les 36 du mois à l'hôpital, au centre de la douleur. Et donc, ça ne marchait pas. Et en fait, l'infirmière me dit, il faut que, monsieur Palacio, il faudrait que vous arriviez à vous faire de l'auto-hypnose, que vous arriviez à vous auto-hypnotiser. Bah, écoutez, c'est super dur. Quand vous êtes installé là, que vous avez le bruit, le téléphone, pour celles et ceux d'entre vous qui ont des enfants, qui ont des occupations, c'est extrêmement dur de se mettre en auto-hypnose. Donc, je me suis dit, OK, il faut qu'on trouve un moyen qui permette de tricher, entre guillemets, et de nous mettre en auto-hypnose via un programme, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, oui, c'est la méditation, etc. De toute façon, toutes ces techniques-là, elles transpirent dans notre vision. Elles sont juste, si vous voulez, agrémentées par la technologie. Ben, merci beaucoup. Vraiment, là, je vois que tout le monde est prêt à participer à l'étude, demande déjà, en gros, le protocole. Donc, D'accord. on vous tient au courant. Bah écoutez, Euh, oui, alors bah, c'est super. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on organise ça ensemble, ok? oui, bien sûr. C'est ce que j'ai Ludivine mis a en mes commentaire. coordonnées. J'ai dit, on tient tout le monde au courant, évidemment, de ce qu'on va mettre en place. Également, Karim nous demande à plusieurs reprises s'il y a possibilité d'avoir le lien pour l'article de Stanford. Bien Donc, sûr, évidemment. Je vais, alors, on fera passer ça aussi. j'ai donné mes diapos à Ludivine, donc elle peut les partager avec l'ensemble d'entre vous. Et puis, je ne sais pas sous quel format vous voulez, mais je peux vous donner l'intégralité des références que j'ai citées, les vidéos, Écoutez, de les toute articles. façon, Ils sont tous en anglais, mais bon, j'imagine que certains d'entre vous sont à l'aise. il y a, Oui, de toute façon, cette conférence va être disponible en replay. Donc, ils pourront super. aussi aller dessus, faire des pauses et récupérer les informations qui les intéressent. En tout cas, tout le monde est ravi, hein, tout le monde vous remercie en précisant combien c'était intéressant. Je C'était un partage plaisir. complètement ce retour-là. C'était passionnant et vraiment, on a appris beaucoup de choses et je crois beaucoup d'espoir aussi sur une voie pour cadrer la douleur. Donc, on a Ghislaine qui nous dit demain, je vais m'acheter un casque. D'accord, bah écoutez, Ghislaine, tenez-moi au courant et puis je vous ferai à toutes et à tous, membres de l'Andar, essayer avec plaisir notre application. On vous fera un code promo pour que vous ayez, je sais pas, 3 mois gratuits à tous les Écoutez, programmes. c'est super. On parle des modalités ensemble et on revient vers tout le monde pour voir comment on met ça en place. Avec un grand plaisir. Nous, on fait vraiment ça pour aider les gens, quoi. C'est notre moteur. Écoutez, c'est parfait. Merci Marie pour ce gentil commentaire qui nous remercie pour les formidables webinaires. Donc merci à tous pour votre assiduité, pour votre présence. On se retrouve bientôt pour une nouvelle webconférence qui cette fois sera sur l'actualité de la recherche autour de la polyarthrite rhumatoïde. Un grand merci encore Guillaume Palacios pour votre intervention et votre super présentation. Et comme on l'a dit, on reste en contact et on tient au courant tout le monde de la suite qu'on va donner à tout ça et à tous ces espoirs qui naissent là ce soir pour gérer la douleur dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'était un plaisir et puis je l'espère à très bientôt. Merci encore. Bonne soirée à tous. Au revoir, Au bonne revoir. soirée, bonne soirée.